Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais assurer une activité de lecture qui porte sur le chapitre 23 du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je vous invite à consulter et à lire le passage suivant. Il commence à partir de à 6 ans jusqu'à Toulon. Cet extrait nous servira de support pour étudier la part du réalisme dans un roman à thèse, la dimension argumentative du récit enchâssé. Avant de commencer, nous devons d'abord nous demander qu'est-ce qu'un récit enchâssé ou encadré. C'est une technique narrative qui consiste à insérer une histoire secondaire au sein d'une autre principale. C'est quand le narrateur principal cède la narration à un narrateur secondaire. Je vous rappelle que nous l'avons déjà découvert au cours de l'étude du roman autobiographique intitulé La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Les récits du narrateur ou bien des narrateurs secondaires suivants. Donc, comme vous le savez, dans La boîte à merveilles, le narrateur principal était Sidi Mohamed et parfois, il cède la narration à quelques narrateurs secondaires, à savoir Lalla Zubida, pour raconter les scènes du bain mort, sa dispute avec sa voisine Rahma, les récits du Malam Abdeslam à propos des histoires d'Abdellah l'épicier, le récit de Rahma lorsqu'il a raconté l'histoire de l'oncle Uthman, les récits de Salama lorsqu'il a raconté aux femmes les difficultés que rencontrait Moulay Larbi avec sa seconde épouse et lorsqu'il a annoncé l'imminence de leur divorce. Pour bien comprendre le récit enchâssé, donc il s'agit d'un récit dans le récit. Nous avons le récit principal et celui du narrateur condamné. Au sein de ce récit, nous avons un récit secondaire. C'est le récit enchâssé. C'est l'histoire du frioche. C'est quand le narrateur condamné cède la narration au frioche. Nous devons d'abord situer le passage. Je vous rappelle que pour situer le passage, il faut d'abord mentionner les événements précédents tout en cherchant un lien qui mène au texte. Nous savons déjà que ce passage se situe après le rejet du pourvoi de cassation du narrateur condamné et son transfert à la conciergerie. Il s'agit du jour même de son exécution. Et à la conciergerie, il a rencontré le frioche, son successeur, celui qui va lui succéder. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le narrateur condamné est transféré à la conciergerie où il a entrevu son successeur, un homme de 55 ans environ, vêtu en néon et repoussant à voir. Bientôt, ce frioche va lui raconter son histoire. Pour le type, bien, pour l'identification d'abord, il s'agit d'un texte narratif à visée argumentative. C'est l'argumentation indirecte. Il y a une dominance des temps de récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. La focalisation dominante est bel et bien interne. Certes, le jeu renvoie au frioche, mais l'histoire est racontée à travers les sentiments et le point de vue du narrateur condamné. Donc, il s'agit d'un narrateur intradiégétique qui connaît autant que le personnage.
Analysons maintenant la situation d'énonciation. C'est le frioche qui s'adresse au narrateur condamné. Ils sont à la conciergerie et plus précisément au palais de justice. C'est le jour de l'exécution du condamné à mort. Le condamné à mort sera exécuté à 16 heures, c'est le jour J. C'est le jour tant attendu. Et bien sûr, ce frioche va raconter son histoire au condamné à mort. Le frioche, en argot, veut dire un condamné à mort. D'après l'analyse de l'extrait, nous pouvons dégager les axes suivants. D'après l'histoire, ou bien d'après le récit du frioche, nous constatons que ce récit est une remise en cause de la justice et de la société. Alors, ici, la justice et la société sont accusés d'avoir une responsabilité directe dans la reproduction de criminels. Et nous constatons aussi que ce récit enchâssé est un récit argumentatif parce qu'il a renforcé l'effet du réel et elle a aussi suscité une tonalité pathétique. Il a suscité la pitié, que ce soit des lecteurs ou du condamné à mort. Commençons d'abord par le premier axe, la reproduction de criminels. Alors, nous allons voir comment la justice et la société contribuent à la reproduction de criminels. C'est une remise en cause directe de la justice et du système judiciaire. L'engrenage du crime, la reproduction, les enfants des exécutés deviennent orphelins, misérables et puis criminels. C'est un projet de condamné à mort. C'est un projet de criminel. Parce que d'après le frioche, son père a été exécuté. Le frioche est resté orphelin après l'exécution de son père, qui a été pendu. À 6 ans, il s'est retrouvé seul au monde. Il n'avait quoi manger, misérable, pauvre. Il avait besoin de subvenir à ses besoins, donc il s'est livré au vol. Au début, il a commencé par le vol. Il a été arrêté à l'âge de 9 ans. Et voilà, il a commis encore une fois le crime. Il a été arrêté pour la seconde fois. Il a été puni, lourdement puni. Donc, on constate que les lourdes punitions infligées aux prisonniers en cas de récidive entraînent de néfastes répercussions sur leur corps et esprit. D'après le récit du frioche, nous constatons qu'il est devenu, violent, agressif. Et lorsqu'il parlait du crime, il l'évoquait avec un sang-froid. Il avait même un rire hystérique. Il y a une disproportion entre le délit et la peine, inadéquation entre le crime et la punition. Les punitions dépassent le crime commis. Après, lorsqu'il est devenu forçat, il va nous parler de l'exploitation des forçats. Les forçats exécutaient des travaux et ils n'ont que quelques sous en contrepartie. Les indemnités sont minables. Et dans le discours du frioche, il y a le champ lexical de la torture qui domine. La torture qu'il a connue en prison. Coups, bâtons, feu, tondu. C'est une remise en cause de toute la société. C'est ce que nous allons détailler dans le deuxième sous-axe,
après la libération des prisonniers et des forçats, la société les rejette. La société rejette les détenus libérés à cause du passeport jaune. À l'époque, un forçat libéré ou bien un prisonnier libéré doit obligatoirement avoir un passeport jaune qu'il doit présenter chaque soir à la mairie. La société aussi ne permet pas la réintégration des ex-forçats et les pousse à redevenir malhonnêtes. Il alimente leur rancune, leur haine. Après la libération, ils se retrouvent plus misérables qu'auparavant. Cette situation empêche le recrutement et l'embauche des ex-prisonniers. Étant misérables, ils se livrent aux crimes et aux assassinats pour subvenir à leurs besoins. Donc, le constat. La société et la politique judiciaire, ils se complotent contre les criminels, ou bien contre les prisonniers. La société et la politique judiciaire contribuent à la reproduction du crime. Et ils ne se sont interrogés à aucun moment sur les directes raisons de la récidive. Alors, au lieu de chercher les causes directes de la montée du crime, les causes directes de la récidive, ils ne pensent qu'à punir. Deuxième grand axe. Alors, au cours de cette partie, nous allons détailler l'axe suivant. Le récit enchâssé au service de l'argumentation. D'abord, c'est un récit qui crée un effet de réalisme, c'est un récit réel. Le récit du Frioche renforce l'argumentation et la rend plus réaliste. D'abord, il informe sur le niveau social du Frioche. Le Frioche, s'exprime dans un niveau de langue familier. Il utilise l'argot. En voici quelques termes. Louche, filet, filou, grinche, tournante. Charlot, en argot, c'est le bourreau. Cravate aussi en argot, c'est la pendaison. La corde avec laquelle son père a été pendu. Parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs formes d'exécution. La pendaison est entre autres. Alors, à partir de ce discours, nous constatons qu'il y avait un manque d'éducation. Il y avait une marginalisation. Le narrateur, ou bien le narrateur secondaire, le Frioche, n'avait pas accès à la scolarisation. C'est une victime de la société, c'est un être marginalisé. Il y a l'analphabétisme qui régnait à l'époque. Nous parlons bien sûr à l'époque, au XIXe siècle, parce que les événements remontent au XIXe siècle. Une violence émane du discours du Frioche. Lors de son discours, il a utilisé des termes qui renvoient à la violence. Vider, forcer, empoigner, canon, tuer. Le récit du Frioche a réussi à susciter la pitié du lecteur. C'est un récit pathétique. Nous avons tout un registre pathétique qui domine. Le registre du Frioche met en exergue les répercussions de la peine capitale sur les innocents. Les enfants c'est comme s'il voulait dire, les enfants des exécutés et leurs familles sont victimes de la peine de mort. Ils deviennent aussi par la suite des criminels. Ce sont un projet de condamnés à mort, un projet de criminel.
Il suscite la pitié du lecteur et inspire sa compassion. Donc, le récit du Frioche constitue un témoignage concret qui met l'accent sur les victimes de la société du XIXe siècle, à savoir la misère, la précarité. Ce sont ces deux éléments qui donnent naissance au crime et aux criminels, d'après le témoignage du Frioche. Et finalement, à travers cet extrait, Victor Hugo démontre comment la prison asilie les misérables et comment la justice et la société sont incapables de trouver des solutions adéquates pour éradiquer le crime et empêcher la récidive. Pour Victor Hugo, bien d'après Victor Hugo, c'est la mission de la société et de la justice. Au lieu de reproduire les criminels, il fallait s'arrêter, il fallait vérifier et chercher les causes de la criminalité pour empêcher et éradiquer la récidive, bien sûr. Alors, cet extrait est à la fois plaidoyer et réquisitoire. D'abord, c'est un plaidoyer parce que Victor Hugo défend les condamnés à mort. Il les a présentés en tant que victimes, victimes de la société, victimes des lois injustes, et un réquisitoire. Victor Hugo culpabilise la société et dénonce la politique judiciaire qui favorise la montée du crime au lieu de l'éradiquer. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.